Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est Eric de la chaîne Des Jeux sur l'Hôtel. Après vous avoir présenté la semaine dernière le déballage de mon arrivage du jeu L'Ordre de Veyel, je vous propose ce soir une présentation rapide, je pense, de la mise en place du jeu. Alors pour être tout à fait honnête et clair avec vous, euh, vous trouverez également une vidéo de mise en place sur la chaîne YouTube de Paria officiel, donc Paria Édition, l'éditeur du jeu, qui a très bien chapitré ces vidéos, avec notamment une petite vidéo de mise en place. Mais il n'empêche que je voulais en faire une ce soir pour vous présenter à ma manière cette mise en place du jeu. Voilà, donc pour commencer, j'ai déployé devant vous l'ensemble du matériel en l'ordonnant à peu près correctement pour pouvoir s'y retrouver facilement. Donc on a notre plateau de jeu. On va avoir besoin de dés qui sont fournis. Petite précision, on a plusieurs dés à 20 faces noirs qui sont fournis dans le jeu. Pour le jeu en solo, personnellement, j'ai trouvé ça plutôt intéressant d'ajouter un dé 20 perso, un dé 20 perso blanc. Le noir représentera, on va dire, les forces du mal, et le blanc, les héros, ou l'inverse, selon les choix et les goûts le choix et les goûts de chacun. Donc des dés, les supports également pour les différentes cartes de personnages. On retrouve ensuite des cartes monstres, des cartes de boss, les fiches. Je vous avais déjà montré tout ça, les fiches de boss. Plusieurs types de cartes, les cartes forgerons, les cartes alchimistes, les cartes événements, les cartes salles, les cartes phylactères et une carte dédiée, je ne sais pas si on va bien le voir, au personnage de la bardesse. On en reparlera peut-être plus tard. Au niveau des jetons, on a un jeton qui représente les joueurs et un jeton qui représente le rôle de défenseur. On en reparlera également un petit peu plus tard. Toujours au niveau des jetons, un sachet de jetons rond pour indiquer le niveau de nos personnages, un sachet de marqueurs pour indiquer la progression des compétences de nos persos, des cubes verts et des cubes rouges pour marquer vitalité et endurance des personnages, et des pierres noires qui sont en quelque sorte la monnaie du jeu. Voilà pour l'ensemble du matériel. Ah, et j'ai oublié bien sûr les fiches, les cartes, donc les fiches de caractéristiques de nos différents héros. Voilà, donc concernant la mise en place, comment ça se passe par rapport à ce qui est indiqué dans le livret de règles. Bon, il faut reconnaître que c'est très clair, c'est très clairement indiqué dans le livret de règles. On a voilà, un paragraphe un bloc de 7 petits paragraphes qui indique très clairement la façon dont ça doit se passer, et je vais simplement le suivre avec vous en donnant des explications pour les rares fois où ça pourrait être nécessaire. Donc là, pour le premier point, on nous demande simplement de placer le plateau de jeu au centre de la table en s'assurant que la fin du donjon, donc la fin du donjon c'est cette partie-là, en s'assurant que la fin du donjon pointe en direction du maître du jeu, qu'on appelle dans le reste du livret de règles le MDD, maître du donjon. Donc quand on joue en solo, du maître de donjon, il n'y en a pas. Bon, moi personnellement je l'ai mis dans ce sens là, ça aurait été sympa de pouvoir le mettre dans le sens vraiment de lecture, mais si on regarde de plus près, on se rend compte que en mode paysage comme ceci, eh ben, on a un décor dans le bon sens. Voilà. Donc premier
Premier point, on met le plateau. Deuxième point, les joueurs choisissent alors un boss parmi les 4 disponibles avant de prendre sa fiche descriptive, sa carte de boss, sa carte d'événement et sa carte de salle spéciale. Donc on a dans le livret de règles tout un descriptif pour chaque boss. On a un descriptif pour chaque boss en page 11 ou voir les boss, page 11, où on nous donne quelques petits tuyaux, on va dire, pour savoir lequel choisir en fonction du niveau de difficulté que l'on souhaite. Pour rien vous cacher, pour la partie de démo qui suivra dans une prochaine vidéo, je vais vous proposer, ou plutôt vous imposer, hein, vous n'avez pas le choix, je vais donc choisir le boss qui est la grande prêtresse. Donc je prends sa carte, je peux enlever les 3 autres boss, hein. Je vais quand même un petit peu profiter des dessins que je trouve magnifiques, hein. Je trouve que je ne l'ai pas dit assez encore lors de la première vidéo. Hop là, ça c'est rien. Donc je garde la grande prêtresse, je prends sa carte personnage, qui va surtout servir à la représenter en fin de partie lorsqu'on aura à la combattre. Donc, je vais la mettre sur sa fiche. Voilà. On doit prendre également sa fiche descriptive, donc sa carte de boss, sa carte d'événement. Alors je les avais séparés, hein. Donc tous les boss ont une carte d'événement bien à eux. Donc là, notamment la grande prêtresse a la carte attaque mentale qu'on va conserver, c'est un événement. On verra plus tard comment est-ce qu'il intervient dans le jeu, les autres cartes mentales, les autres événements, pardon, des autres boss. On va tout simplement les remettre dans le paquet événement. Donc carte événement du boss et aussi la carte de la salle spéciale propre au boss. Dans notre cas, il s'agira de l'antre de la prêtresse. J'ai donc remis les cartes événements des autres boss dans la pile événements, mais il nous est précisé également que lorsqu'on souhaite jouer sans maître du donjon, on doit défausser, retirer du paquet événements les cartes porte dérobée et embuscade. Donc j'avais un petit peu préparé le terrain, mais voilà. Donc on doit les retirer du jeu. On ne jouera pas avec, puisque ce sont des cartes qui impliquent la vie d'un maître du donjon. Par exemple, pour la porte dérobée, le MDD place les joueurs dans l'aile qu'ils désirent. Et pour l'embuscade, au début d'un combat, vous pouvez choisir, donc vous c'est le MDD, vous pouvez choisir jusqu'à la moitié des monstres qui attaquent avant les joueurs. Voilà, donc ceux-là, on les retire pour la partie sans MDD. Ensuite, donc on s'est occupé du boss, on va ensuite placer les 5 monstres puissants. Donc là j'ai ma pile de monstres, les 5 monstres puissants. 3, 4, 5. Bon, ils sont pas trop durs à reconnaître, hein. On regarde leur point de vitalité. On est à 18, 22, 18, 25 et 20. Et quand on compare au tout venant, on se retrouve avec des scores inférieurs à 10. Voilà. Donc, on nous demande de prendre les 5 monstres puissants, donc j'en ai bien 5, devant le MDD. Donc les 5 monstres puissants, on a notre... Je vais monter un petit peu tout ça. On a notre boss qui est là. Ok, on le voit bien, ok. On va mettre les 5 monstres puissants qu'on va mélanger. De toute façon, on voit la première carte, hein. Allez, je vais mettre celui-ci dessus, le dernier géant.
Et on nous demande ensuite, de mélanger les cartes de monstres de base ainsi que les cartes événements. Donc les monstres de base, c'est ceux que je vous ai montré très vite. On les mélange et on les garde aussi à disposition. Tac, on va les inverser. Tac. Et tac. Voilà. C'était le point 3 sur 7 de cette mise en place. Le point 4. Qu'est-ce qu'on dit dans le point 4? Le MDD, le maître du donjon, place les premières cartes de salle dans le donjon. Il doit d'abord placer donc les premières cartes de salle. Elles vont devoir, je vais retirer ma piste de dés pour l'instant. On va devoir les placer sur cette partie-là. Hein, toutes les cases qu'on a ici. Je ne sais pas si on voit quand je montre ici. Ouais. On a ici toutes les, donc 3 x 5, 15, on a 15 emplacements pour placer nos différentes salles. Donc, il doit d'abord placer une carte monstre à chaque début d'aile. Donc, les débuts d'aile sont ici. Hein. On a l'aile Est, l'aile centrale, l'aile Ouest. Donc, au début, on n'a pas le choix. On va mettre une carte salle qui contient un monstre de base. Donc, non pas monstre puissant. Donc, un monstre, deux monstres. Et un troisième. Ok, donc là, ça nous est imposé par le jeu. On attaque. Alors, on les met à l'envers. Comme ceci, mais on sait très bien qu'ici, on va avoir, de toute façon, quelle que soit l'entrée qu'on va prendre, on va se taper un monstre dès le départ. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, une carte monstre à chaque début d'aile, puis une carte salle vide et deux cartes coffre, de manière à ce que chaque aile contienne deux cartes. Donc, il nous faut une salle vide. Ok. La salle est vide à l'exception du corps sans vie d'un guerrier, sur lequel on trouve deux cristaux. Donc, une salle vide et deux coffres. Ça coûte 3 cristaux pour l'ouvrir, mais ça permet de piocher 2 cartes chez le forgeron. Donc on a nos deux coffres. Okay. Et il est précisé dans la section jouer sans maître du donjon, il est précisé qu'on doit les mélanger pour pouvoir les placer donc sur la deuxième case de chaque aile. Clac, tac, et tac. Donc notre donjon, on le voit en haut à gauche, là, notre donjon commence à prendre forme. Ok. Cinquième point, ça commence à devenir un petit peu encore plus intéressant. Cinquième point, chaque joueur choisit le personnage qu'il incarnera durant cette partie. Je ne vais pas vous passer tous les personnages en revue. Hein, je vous en montre juste un pour commencer. Voilà, donc on a quand même tout un tas de caractéristiques. Hein, la vitalité, l'endurance, la force, la dextérité, l'intelligence, la foi, la défense et le nombre de dégâts réduits par l'armure ou le bouclier du personnage. On a des objets que le personnage peut parler, on en parlera plus tard. Une éventuelle armure, une ou deux éventuelles armes ou un bouclier, ou alors une arme à deux mains pour remplacer l'ensemble, et éventuellement une rune. Et enfin, des capacités dont on reparlera, et un équipement de début de partie. Ok, donc pour la partie que l'on fera un peu plus tard, je vais prendre, en fait pour l'instant je ne vais pas beaucoup me risquer, hein, je vais reprendre, j'ai fait une seule partie pour l'instant, pour être honnête avec vous, je vais reprendre les mêmes personnages, parce que je commence quand même à les connaître un petit peu. Je vais donc prendre le barbare, qui est quand même un bon gros bourrin,
avec une capacité que j'aime bien, qui est la capacité voilà, qui fait qui se fait son petit effet, et la bardesse. Donc il y a les mêmes, évidemment, les mêmes slots pour ces différents objets et ses capacités bien à elle. Donc je vais rester avec 2 joueurs, avec 2 personnages. Je vais pouvoir écarter la pile des autres personnages. Il y en a quand même un sacré paquet. Et là, au niveau rejouabilité, quand même, entre tous ces persos et les quatre boss, ça laisse quand même pas mal de combinaisons pour rejouer à ce jeu. Ok, donc on nous demande de prendre les personnages que l'on va jouer. Cherchez ensuite votre équipement du début de partie. Donc, les équipements sont les suivants. Hein. On a pour la bardesse, on a un cathare d'assassin et une mandoline. Alors, il faut savoir que la mandoline, c'est une carte spécifique à la bardesse, puisque c'est cette carte bleu nuit, où il est clairement précisé, personnage bardesse, et on a notre mandoline. Alors la mandoline, c'est bien, mais en fait, c'est plus une pénalité qu'autre chose, puisqu'elle ne sert qu'à... Alors pour l'histoire, elle sert à ce que la bardesse puisse pousser son chant enivrant et donc faire la musique qui va bien avec. Mais d'un point de vue purement mécanique de jeu, c'est plutôt pénalisant, puisque elle est nécessaire à la bardesse pour lancer ses capacités, ok. Elle ne peut pas être perdue. Elle ne peut pas non plus être défaussée, c'est-à-dire qu'elle est obligée de se la coltiner pendant toute la partie, et ça monopolise donc un slot objet. Voilà. Bon, j'imagine que ça a été fait bien sûr pour équilibrer le jeu. Donc, je prends la bardesse, je prends sa mandoline, et elle a également, on a dit, un cathare d'assassin. Cathare d'assassin. Clac, alors j'avais préparé en mettant tous les objets. Donc le cathare d'assassin. On reviendra plus tard sur les petits logos et sur comment ça se passe pour utiliser les armes. Le barbare, quant à lui, est un peu plus conventionnel, on va dire, avec sa hache légère et son armure en cuir. Donc hache légère, clac, et armure en cuir. Ok, ça c'est fait. Donc on nous demande de prendre les équipements dans la pile de forgeron, éventuellement de l'alchimiste, là ce n'est pas le cas. Et on nous dit de placer un jeton de niveau 1 dans l'emplacement de chaque personnage. Donc on prend les petits ronds qui vont bien. Clac, niveau 1. Et un deuxième. Voilà. Alors je vais pas les mettre tout de suite, hein, je les mets sur les persos, parce qu'après on va virer toutes les cartes, on va les disposer sur le plateau. Voilà. Ensuite, alors oui, on nous dit définissez avec quel phylactère les aventuriers démarreront leur aventure. Les phylactères, bon, ce sont ces petits objets-là, hein, ces pendentifs avec des capacités. On nous dit que bon, on n'est pas obligé de jouer avec. Il y a une méthode éventuelle. Hein, il y a pas mal de choses optionnelles à faire au choix des joueurs. On nous demande soit de lancer un... Alors déjà, on peut, si on utilise des phylactères, on utilise un phylactère en gros pour 2 persos. C'est-à-dire il y en a un qui aura un phylactère et l'autre qui n'en aura pas. Voilà, donc on a un phylactère tous les 2 persos. Et il y a une méthode d'indiquer dans le livret de règles qui est de tirer au dé. Si on a entre 1 et 5, on va dire que le phylactère qui devait avoir un numéro en bas à gauche, mais apparemment il y a eu un bug d'impression, ça serait numéro 1, 2, 3, 4, 5. Bon, et au numéro 6 on choisit. Moi ce que je fais généralement, je pioche au hasard
On peut aussi ne pas jouer avec. Hein. Je pioche au hasard le phylactère qui sera utilisé. Et on va dire que, bon, on peut tirer après au sort quel personnage utilisera le phylactère en question. Là, j'ai un phylactère de réalité. À la fin d'un combat, relancez un dé de butin perdu pour chaque tranche de 2 points d'endurance que vous voulez dépenser. Donc oui, à la fin des combats, on a des dés de butin. Et on doit lancer les dés de butin pour savoir combien on va avoir de cartes, etc. Et ça permet visiblement de relancer un dé de butin moyennant 2 points d'endurance à dépenser. Bon. Ok, peu importe, on va mettre ça peut-être plutôt sur la bardesse, sachant que, non pas sur la bardesse justement, plutôt sur le barbare. Même si a priori, c'est typiquement le genre d'artefact que je vais essayer de me débarrasser. Donc je vais essayer de me débarrasser, sachant que l'endurance joue quand même un rôle extrêmement important. Donc choisissez, définissez quel phylactère, c'est fait. Et ensuite on va choisir le défenseur, sachant que le défenseur sera le personnage qui sera la cible entre guillemets privilégiée par les attaques de monstres, sauf pour celles qui ignorent le défenseur. Donc le défenseur, il est marqué par ce gros jeton défenseur, et je pense qu'il est préférable que ça soit quelqu'un d'endurant, en tout cas quelqu'un avec beaucoup de vitalité, qui endosse ce rôle, c'est-à-dire le barbare. Choisissez le défenseur, placez une cible, un cube rouge dans la colonne vitalité. Donc ensuite on place des cubes rouges et des cubes verts. Cube rouge dans la colonne vitalité et cube vert dans la colonne endurance. Donc là encore, je vais les mettre à côté. Et quand j'aurai terminé, je mettrai tout ça en place d'une manière plus efficace pour jouer. Donc un rouge aussi pour la vitalité. Et on va donner un petit cube rouge aussi à notre grande prêtresse. Même si pour l'instant, on n'en est pas à s'occuper d'elle. Alors si on peut en parler vite fait, hein, mais il y a un tableau très bien fait dans le livret de règles qui permet d'adapter en fonction du nombre de joueurs le niveau de difficulté. De base, la grande prêtresse a 80 points de vie, et en fonction du nombre de joueurs, on nous conseille, si on a 2 joueurs, donc 2 personnages, on nous conseille de faire un moins 30 au boss, c'est-à-dire de le faire démarrer à 50, et franchement, c'est pas du luxe. C'est pas du luxe. On peut éventuellement faire faire baisser les points de vie des monstres puissants, et surtout aussi diminuer le nombre de cartes événements au départ. Voilà. Donc là, moins 30 pour la grande prêtresse, ça va la faire démarrer donc à 50, ce qui est déjà bien assez, croyez-moi. Voilà. Donc, les cubes verts et rouges, c'est fait. Prenez la carte de l'alchimiste. Donc ensuite, on place les cartes. On place les cartes de l'alchimiste. Donc les cartes de l'alchimiste, on les mélange. Je crois que c'est même pas une obligation parce qu'on a toutes les shops de l'alchimiste nous est accessible quand on est en zone de repos. D'accord. Et on la place. On place le paquet sur le plateau face visible. On nous demande ensuite de prendre des cartes forgeron, de les mélanger cette fois-ci. Donc, clac, je mélange. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. On nous demande de les mélanger et de placer 2 tas. On a 2 pioches de forgeron. Le tas est énorme. Beaucoup. Alors, il y a pas mal de cartes qu'on retrouve en plusieurs exemplaires, hein, mais ça laisse quand même pas mal de choix. Voilà, et on va placer ça sur la deuxième case. On va bien voulu décaler un peu. Bon, ça fera l'affaire. Puis faites en 2 piles.
que vous placez sur les emplacements. Finalement, placez les jetons représentant les joueurs au milieu de la zone de repos. Donc on a le fameux jeton joueur. Bon, ça serait... J'ai cru comprendre que des figurines étaient prévues ou étaient disponibles déjà, je ne sais pas, pour représenter les joueurs, peut-être même aussi les monstres. Bon, là, c'est vrai que pour le jeton joueur, ça serait pas mal. Moi j'aimerais bien avoir une petite figurine à la place d'un simple jeton, même si, bon, ça fait très bien le boulot, hein, et tout l'intérêt n'est pas là. Et on peut, à la limite, reprendre un personnage, une figurine qu'on a dans pas mal d'autres jeux. Donc on place le jeton joueur au milieu de la zone de repos et on donne, nous dit-on, un dé à 20 faces à chaque joueur. Et normalement, on est prêt à jouer. Alors, les petites pierres, on va les garder. On va garder les pierres, puisque c'est la monnaie du jeu. On va les mettre de côté. On va avoir besoin, au fil du jeu, pardon, des jetons de niveau. Et on va avoir besoin également des marqueurs pour booster les compétences de nos personnages. Les cartes salles, on va en avoir besoin aussi, je vais les mettre là. Et les cartes événements, on va aussi en avoir besoin beaucoup moins. Enfin, sur la partie que j'ai faite, je crois que j'ai tiré aucun événement. Enfin, je n'ai résolu aucun événement, mais on verra bien pour la partie à venir. Et donc, ça va me permettre de placer côte à côte, pardon, nos personnages en gardant un peu de place en haut et en bas pour placer les objets. Donc on place le jeton de niveau. Donc moi j'ai une bardesse qui a du mal à accueillir le jeton de niveau, ça va se faire à l'usage. Donc ma mandoline, je vais la mettre là-haut. Le Cathare d'assassin, c'est une arme, je vais le mettre en bas. Est-ce qu'on voit l'écran? Ouais. Le carré vert, c'est pour l'endurance. Eh bien, une endurance de 8, une endurance de départ. Et le cube rouge, pardon, c'est pour la vitalité. Elle démarre bien bas à 4. Ok, on fait pareil avec notre gros bourrin qui est de niveau 1, qui a donc son phylactère de réalité. Je vais déplacer un petit peu, ça grince un peu, voilà. Son armure en cuir. Et sa hache légère. Et voilà donc à quoi ressemble, on va reculer un petit peu, à quoi ressemble l'aire de jeu au départ d'une partie. Sauf erreur de ma part, on nous demande au début du jeu, en temps normal j'entends, le maître du donjon doit s'équiper de cartes d'événements. Une carte d'événement, il me semble, au départ. Et à part, je crois que quand on a deux joueurs, on part avec une carte d'événement en moins, donc pas de carte d'événement au début de la partie, dans cette configuration-là. Voilà, bah écoutez, on est à une grosse vingtaine de minutes pour cette mise en place. J'ai beaucoup détaillé, évidemment. Bon, ça veut dire qu'en 10 minutes, normalement, 10 petites minutes, le jeu est prêt à démarrer. Donc ça, je dirais, c'est un point... je peux faire un premier point, une première critique à ce niveau du jeu. La mise en place dans le livret de règles est très claire. La mise en place est rapide. Alors, au début, c'est peut-être, à la limite, c'est un peu compliqué quand même pour la première partie, un tout petit peu.
puisque on a tout un tas de cartes forgerons, on a beaucoup de cartes, et il faut être capable de se dire, ah oui, les équipements, bon, c'est c'est chez le forgeron aussi, les cartes attaque mentale, les cartes événements et salles, etc. Bon, en fait, c'est peut-être moi qui suis un peu compliqué, parce que finalement, c'est assez clair, hein. Les salles spéciales des boss sont dans le paquet salle, les événements spécifiques des boss sont dans le paquet événements. Il y a guère que la mandoline, bon, qui est une carte de couleur spécifique qui est à part, j'imagine, parce qu'elle ne peut servir qu'à la bardesse et qu'elle ne sert absolument à rien si ce n'est encombrer les joueurs dans d'autres cas. Voilà, donc dans l'ensemble, non, c'est quand même très rapide à mettre en place. Le plus long pour la première partie, en fait, je vais vous dire, ça va être le dépunchage, parce qu'on a énormément de slots à libérer sur toutes les cartes, personnages et boss. Voilà, et bien sûr les jetons à dépuncher. Voilà, il y a des jetons qui restent dans la boîte que je n'ai, lors de ma première partie, que je n'ai pas eu à utiliser. Bon, peut-être qu'on aura des éclaircissements de la part de David si tu passes sur cette vidéo. Voilà, je vais en rester là. Je vous remercie de m'avoir regardé, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à mettre un pouce en l'air ou en bas, selon que ça vous a plu ou pas, à poser des questions aussi, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, j'essaierai d'y répondre, ou les amis de chez Paria Édition peuvent aussi intervenir. Et je vous dis à très bientôt, probablement, pour le début de partie et les mécaniques du jeu de l'ordre de VL. Prenez bien soin de vous par ces temps un peu agités, et amusez-vous bien surtout. Ciao, ciao!